Bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux acteurs de la mondialisation. Le Léviathan du XXIe siècle n'est pas politique, mais économique. Depuis les années 50, son pouvoir ne cesse de grandir, au point de dicter ses règles non seulement au marché, mais au monde entier. C'est ainsi que mon invité, Yvan Duroy, dépeint la puissance des multinationales dans un livre collectif qui vient de paraître chez La Découverte et qui s'intitule « Qui gouverne le monde ?» Yvan Duroy, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de la revue en ligne Bastamaille. Et bonjour. également de l'Observatoire des multinationales, qui est un site qu'on a créé pour justement observer un peu les conséquences sociales et environnementales des activités des grandes entreprises, d'abord françaises, mais aussi au niveau mondial. Alors, donc, je le disais, dans ce livre, « Qui gouverne le monde ?» donc l'état du monde 2017, chez La Découverte, votre article s'intitule « Quand les multinationales prennent le pouvoir », mais il n'y a pas de point d'interrogation. Je crois que la question ne se pose plus vraiment, parce qu'elles prennent le pouvoir. Alors, elles exercent différents types de pouvoir et d'influence qu'aujourd'hui, il est difficile de contester au vu de la puissance de ces grandes entreprises mondiales. Enfin, à titre illustratif, les 10 entreprises les plus importantes en termes de chiffre d'affaires au monde pèsent autant que 180 pays, que le PIB de 180 pays du monde. Donc elles ont, par leur puissance économique, elles vont forcément exercer un pouvoir sur différents domaines qui est très important. Un pouvoir, mais le pouvoir ? Différents pouvoirs qui peut s'analyser ou se décrypter de manière des fois compliquée, parce que c'est difficile. Une fois qu'on a évalué une multinationale sur ses critères financiers, capitalisation boursière, chiffre d'affaires, bénéfices, etc., dividendes versés aux actionnaires, toute une forme de pouvoir sur les emplois, par exemple, sur des produits qu'on consomme au quotidien, sur des politiques qui vont être prises en France, au niveau européen ou au niveau du monde. Toute forme de pouvoir et toutes ces formes de pouvoir et d'influence vont être exercées de manière difficilement quantifiable, mais aujourd'hui, on a quand même un certain nombre d'éléments et d'informations pour le mesurer. Vous avez daté cette prise de pouvoir ? Je pense qu'elle s'exerce de manière continue depuis, en gros, 3 décennies. Enfin, ça commence. Ce pouvoir s'est créé au fil des concentrations des grands groupes. Il s'est d'abord exercé de manière économique sur justement la création d'emplois, la capacité de contourner les protections sociales, par exemple, ou les niveaux de salaire jugés trop élevés de tel ou tel pays. Enfin, on a vu le grand mouvement de délocalisation vers l'Asie d'un certain nombre d'industries comme le textile ou l'électronique. Donc là, c'est clairement pour contourner des protections sociales ou des politiques sociales jugées trop élevées en Amérique du Nord ou en Europe. On le voit aujourd'hui sur d'autres mouvements, la question d'optimisation fiscale, le recours aux paradis fiscaux, et puis aussi sur la prise de contrôle d'un certain nombre de ressources naturelles, notamment en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Donc tout ça entre les mains d'acteurs de plus en plus réduits. D'ailleurs, vous citez une étude très sérieuse d'un institut de Zurich qui dit que tout simplement, 140 multinationales dans le monde maîtrisent près de 40% de la valeur économique et financière de toutes les entreprises. Alors c'est une étude, oui, qui a été menée sur les 43 000 multinationales des pays de l'OCDE, donc la trentaine de pays, Europe, Amérique du Nord, Asie, Océanie. Grosse part de marché quand même. Voilà, donc en gros parmi les pays les plus industrialisés. Et sur ces 43 000 grandes entreprises, c'est quelques centaines d'acteurs qui, par des jeux de participation croisés, de filiales, de fonds d'investissement, vont contrôler leur capitalisation. Et donc on a non seulement une concentration des multinationales par secteur entre elles, mais aussi une concentration des acteurs qui possèdent de fait par leurs actions ces grandes entreprises. Alors ce pouvoir des multinationales, ils l'ont pris ou on leur a donné ce pouvoir ? Je pense que c'est un peu des deux, puisque les lois qui régulent le commerce mondial, c'est à un moment donné les gouvernements qui se mettent d'accord au sein de l'OMC, au sein de la Commission européenne, au sein de l'ALENA pour l'Amérique du Nord, l'accord de libre-échange au niveau de l'Amérique du Nord. Et c'est les gouvernements, les politiques qui fixent les règles dont les grandes entreprises vont profiter ou vont s'emparer pour développer leurs activités. Donc, et en même temps, elles vont aussi exercer une influence sous forme de lobbying, dans le meilleur des cas, ou de corruption au niveau d'un État, dans le pire des cas, pour infléchir sur certaines lois, sur certaines législations, pour pouvoir se développer davantage.
Donc je pense que c'est un peu les deux, mais le politique reste un levier... Mais on dit qu'aujourd'hui, le politique ne sert plus à rien, que le vrai pouvoir, il est économique. Donc, qui fixe les directives de la Commission européenne, par exemple, parce que l'Europe est beaucoup attaquée sur ces questions-là. À un moment donné, c'est les gouvernements des 27 pays membres qui se réunissent entre eux et qui vont fixer telle ou telle règle qui va après, derrière, la Commission européenne va leur faire des propositions qui vont avaliser ou pas. Qui rédige les accords de libre-échange entre pays ou entre groupes de pays? C'est bien les gouvernements à un moment donné. Donc, alors, qui autorise la concentration, notamment le rachat d'un géant de l'agrochimie, Monsanto, par un autre géant qui, lui, est allemand, Bayer. Et ça donne une puissance inégalée dans l'histoire. Oui, parce que je montrais l'exemple de l'alimentation dans le livre pour montrer que c'est un des secteurs aujourd'hui les plus concentrés, alors qu'on a l'impression en tant que consommateur d'une diversité de produits quand vous allez au supermarché, quand vous allez dans les commerces alimentaires. En fait, une poignée de multinationales contrôle toute la chaîne alimentaire, que ce soit des semences, donc des mises en culture, des conditions de production des cultures, du transport des aliments à travers le monde, jusqu'à la la transformation de ces aliments et après la distribution. Donc c'est pas forcément les mêmes qui contrôlent toute la chaîne, mais voilà, vous retrouvez des acteurs comme Monsanto, Carrefour, le géant américain, le supermarché Walmart, des entreprises de l'agrochimie comme Bayer. Et donc, elles exercent un pouvoir très très fort sur toute la chaîne d'alimentation. Donc là, je crois savoir qu'il y a l'Union européenne qui va voir si le rachat de Monsanto par Bayer ne pose pas les questions de monopole. J'imagine que les États-Unis vont faire un peu la même chose. Donc on verra la réponse à venir. Alors, il y a aussi une réaction des États. On voit à travers un certain nombre d'amendes qui sont données à des multinationales. Du côté américain, suite à la crise des subprimes en 2008, où on a taxé des grandes entreprises, souvent également européennes. Et puis la Commission, dernièrement, qui s'est mise à exiger que Apple rembourse près de 13 milliards d'euros à l'Irlande. Donc, réaction des États, retour du politique contre les multinationales? C'est toujours un mouvement de balancier. C'est que je pense que, surtout après la crise financière de 2008, et les tentatives de régulation bancaire derrière qui ont suivi, alors plus ou moins réussi en fonction des États. Là, aujourd'hui, on se rend compte que du jeu d'un certain nombre de multinationales pour contourner les impôts via les paradis fiscaux, via des accords secrets avec les tax rolling, avec des pays où les taxes sont beaucoup moins importantes, pour des jeux de facturation entre filiales, pour ne moins payer d'impôts là où elles vendent, où elles ont plus d'activité. Donc je pense qu'elles ont quand même bien abusé dans un certain sens, et c'est un peu... En plus, ce sont des sujets qui ont été révélés par différents ONG ou enquêtes d'investigation, SwissLeaks, LuxLeaks, les Panama Papers, qui montrent le rôle joué par les paradis fiscaux. Donc à un moment donné, il faut bien que les États répondent à cette question qui commence aussi à être présente dans l'opinion en ces temps d'austérité, de difficultés économiques, où on ne comprend pas que des grands groupes ne payent pas d'impôts là, ou très peu d'impôts là où ils ont leurs principales activités. Vous y croyez à cette tentative de limiter le pouvoir des multinationales, ou c'est juste... On verra, ça dépendra des rapports de force politiques qui s'exerceront. Est-ce qu'il y aura une vraie volonté politique pour réguler... Mais est-ce que vous y croyez à cette volonté politique depuis la dérégulation des années 80 ? Pour l'instant, dans un court terme, je suis assez sceptique. Après, à moyen terme, au vu des questions qui se posent, mais pas seulement pour les questions d'impôts, aussi sur la question de la régulation des produits toxiques, utilisés par on parle beaucoup des pesticides aussi, des études sanitaires qui ont eu lieu notamment en France et en Europe. Voilà, les grandes entreprises ont un rôle à jouer à un moment donné. Il faut savoir les réguler sur ces questions-là pour pas non plus qu'elles mettent en danger la vie d'autrui. Bon, admettons que les États ont des difficultés pour les réguler. Est-ce qu'il n'y a pas un autre acteur qui peut faire ce travail, c'est-à-dire la société publique, tout simplement? Absolument. Je pense que c'est aujourd'hui par là que ça passe en premier. Donc d'abord les journalistes ou d'investigation notamment qui continuent à mener des enquêtes sur les grands groupes ou sur tel secteur économique pour montrer les dessous de ces activités. Les ONG, notamment les ONG environnementales, qui ont aussi un rôle à jouer sur ces aspects-là, sur les questions de pollution, avec le défi du réchauffement climatique, etc. Je pense que les syndicats aussi, même s'ils ont beaucoup de mal à se structurer au niveau transnational, la vie des salariés, des conditions de travail des employés doit aussi être mis en avant dans le débat. Et derrière, peut-être
cet ensemble d'acteurs exerceront une pression suffisante sur les politiques pour que ceux-ci réagissent vraiment et remettent en place un certain nombre de régulations pour éviter les dérives ou les abus qu'on constate aujourd'hui. Un espoir en Europe ? Commission ? Au vu des débats aujourd'hui en Europe, il y a quand même beaucoup de débats qui ne tournent pas vraiment autour de ces questions-là, mais ces questions-là ont quand même été très présentes suite à la crise financière, aux politiques d'austérité, donc c'est quand même des choses qui reviennent dans le débat politique. Je pense que quels que soient les partis politiques qui gagneront les prochaines élections, ça sera un débat incontournable, soit de dire laissons-les faire et c'est la loi du plus fort, soit d'être obligé de réguler derrière à nouveau. Merci beaucoup Yvan Duroy. Je renvoie donc à Qui gouverne le monde, l'état du monde 2017, paru aux éditions La Découverte. L'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez la retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous, car évidemment, l'information continue sur France 24. Au revoir.